Voilà, alors ce soir nous avons le grand plaisir d'accueillir Pierre-Alain Duc, que je connais depuis fort longtemps, mais on ne dira pas combien d'années. Pierre-Alain a d'abord été formé comme ingénieur à l'ENSTA. Il a ensuite fait une thèse à Saclay, au CEA, sur les collisions de galaxies, la naissance des galaxies. Ensuite, il a fait son service militaire, puisque ça existait encore. Il a l'air jeune comme ça, mais finalement pas tant que ça. À la CIA, à l'observatoire de l'ESO à la CIA, sur le projet Denis. Et puis ensuite, il a été postdoc. Donc d'abord à l'ESO à Garching, ensuite à Cambridge en Angleterre. Et puis il a eu un poste au CEA, où il a passé près de 20 ans. Et depuis le 1er janvier de cette année, il est directeur de l'Observatoire de Strasbourg. Et donc il va nous parler de son travail sur la vie, la naissance, la mort des galaxies, à partir de très belles données que j'ai eu la chance de voir déjà. Merci Pierre-Alain. Merci Florence. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, merci. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Donc effectivement, depuis le mois de janvier, je travaille dans cet observatoire astronomique donc à Strasbourg. Et comme je suis le directeur, je me dois de faire un petit peu de la publicité de cet observatoire en disant que donc pendant 20 ans, effectivement, j'ai été au CEA dans un environnement très agréable, avec des super collègues, mais dans un bâtiment qui ressemble à n'importe quel bâtiment de bureau. Et donc chaque fois que j'avais des invités, je leur montrais où je travaillais, ils étaient toujours un petit peu déçus. Ils imaginaient que, voilà, qu'il y avait des coupoles, que j'observais le ciel depuis mon bureau. Et effectivement, c'était vraiment pas le cas. Alors depuis le 1er janvier, je travaille dans ce bâtiment que vous voyez à droite. Donc j'ai un bureau sous cette coupole, donc qui ressemble de fait à un vrai observatoire. En tant qu'astronome, c'est effectivement vraiment un plaisir de pouvoir travailler dans un cadre comme celui-ci, avec donc un observatoire, avec une coupole qui fonctionne encore, avec une grande lunette à l'intérieur de cette coupole, un observatoire qui date de la fin du 19e siècle. Et donc, si vous avez l'occasion de passer à Strasbourg, voilà, je vous convie à visiter ce lieu historique en même temps que le marché de Noël éventuellement de Strasbourg qui va débuter bientôt. Voilà. Alors, mais je ne suis pas là pour parler de l'Observatoire de Strasbourg, mais pour parler des galaxies. Alors, je ne suis pas là non plus pour parler des exoplanètes. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont rentrées tout à l'heure pour savoir si c'était bien là la conférence sur les exoplanètes. Alors, voilà, donc si c'est les exoplanètes qui vous intéressent, vous pouvez encore sortir. Alors, je vais parler de quelque chose qui est peut-être moins sexy que les exoplanètes, moins sexy peut-être aussi que les objets compacts et les trous noirs qui rentrent en fusion et qui font des ondes gravitationnelles dont on a beaucoup parlé. Je vais essentiellement présenter des résultats qui viennent d'observatoires classiques, d'observatoires optiques, qui observent dans le domaine visuel pour une partie des données que je vais présenter. Donc ça peut être un peu de l'astronomie old-fashioned, si vous voulez, mais ce que je vais essayer de montrer, c'est que même en utilisant donc ces vieux bons photons, on arrive, en travaillant sur des objets qu'on connaît depuis un petit moment. Moi, ce qui m'intéresse en plus, ce sont des galaxies proches. Je vais quand même essayer de montrer qu'on peut encore apprendre des choses sur l'évolution des galaxies, mais de façon plus générale sur l'évolution de l'univers. Alors, quand on parle de galaxies, à quoi on pense? Alors, j'ai fait l'exercice ce matin, j'ai tapé galaxies sur Google Images et j'obtiens ce nombre, voilà, ces images-là. Alors, il y a effectivement des vraies galaxies en haut à gauche, mais tout de suite après, on voit des ongles avec des images de galaxies. On voit une image d'un film, des gardiens de la galaxie. On voit en bas à droite une image de salle de spectacle qui s'appelle Galaxy. Donc voilà, donc les galaxies ne sont peut-être plus trop à la mode du point de vue scientifique. On a parfois du mal à obtenir de l'argent pour travailler sur les galaxies, mais en tout cas, le terme lui-même est énormément utilisé. Et donc, si on avait des royalties sur le nombre de fois où les gens évoquent le nom galaxie, je pense qu'on pourrait faire toutes nos recherches dans ce domaine. Alors maintenant, si je tape aussi galaxie
donc toujours dans Google sur Actualité. Donc on va voir les dernières nouvelles sur les galaxies. Donc j'ai fait ça ce matin. Donc alors la première nouvelle, effectivement, il s'agit d'une galaxie distante qu'on trouve dans un amas de galaxies. Donc il s'agit bien de galaxies. Mais déjà, dès la deuxième nouvelle, on parle des gardiens de la galaxie, donc d'un film. Bon. Troisième nouvelle sur les galaxies, c'est la galaxie d'Amnéville porte plainte contre un conseiller municipal. Donc ça, je crois qu'il s'agit d'une salle de spectacle. Et enfin, voilà, quatrième nouvelle, à nouveau, quand même les galaxies. Alors, des galaxies qui font la une de l'actualité maintenant, c'est plutôt des galaxies qui sont très jeunes, qui sont découvertes peu après le Big Bang. Et cette quatrième actualité concerne une galaxie située à 12,8 milliards d'années, donc qui est née moins d'un milliard d'années après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Voilà, donc je vais pas parler des galaxies, je vais très peu parler des galaxies les plus distantes pour me concentrer plutôt sur les galaxies les plus proches. Donc pour les résumer, une galaxie, ça sert à faire vendre, ça sert à faire peur, ça sert à se distraire. Une galaxie, ça sert aussi à manger. Alors, alors là, on ne va pas parler de galaxie, on va parler de notre galaxie, de la Voie lactée. Alors on se rapproche quand même vraiment des galaxies. Et donc c'est l'occasion de rappeler donc pourquoi notre galaxie s'appelle la Voie lactée, quelle est l'étymologie du nom qui remonte au temps antique avec cette légende comme quoi donc la femme de Jupiter aurait allaité très, très fortement en donnant donc un allaitant à Hercule et voilà et aurait donc le reste ces hectares de lait aurait formé la Voie lactée. Donc voilà, on se rapproche, donc on va quand même arriver maintenant à la Voie lactée. La Voie lactée, donc c'est notre galaxie composée de centaines de millions d'étoiles. Effectivement, quand on pense aux galaxies, on pense essentiellement à toutes les étoiles dont sont constituées les galaxies. Donc ces étoiles qu'on peut voir de façon individuelle si on a un bon télescope et qui ne sont plus résolues dès que les galaxies sont un peu plus éloignées. Alors ces galaxies, notre Voie lactée notamment, est actuellement le sujet de nombreuses études, notamment par le satellite Gaia qui recense un grand nombre des étoiles de la Voie lactée, mesure leur distance et leur mouvement propre, et à partir de ces données-là, on peut connaître la structure de notre propre Voie lactée. Alors, notre Voie lactée est entourée d'autres galaxies, notamment il y a des petites galaxies, des galaxies naines qui sont en cours qui tournent autour de notre Voie lactée et qui peuvent même être fusionnées avec notre Voie lactée. Je reviendrai sur ce phénomène plus tard. Voilà, donc notre Voie lactée. En fait, j'ai triché parce que ce n'était pas la Voie lactée que je vous ai présentée là, mais un zoom sur des cascades dans les Pyrénées. Mais quand j'ai pris ces images, j'ai tout de suite pensé à la Voie lactée. Donc voilà, il s'agit des gouttes individuelles. Et donc voilà, donc ça, il ne s'agit pas d'une galaxie naine en train de fusionner sur la Voie lactée, même si ce phénomène existe. Alors voilà, enfin, j'arrive à une vraie galaxie. Cette fois, donc une galaxie spirale typique vue depuis l'espace par le télescope spatial Hubble. Alors qu'est-ce qu'on voit sur une image comme ça? On voit déjà que c'est une image en vraie couleur avec donc des couleurs différentes qui vont nous renseigner sur le différents types d'étoiles présentes dans cette galaxie spirale. Alors vous voyez à la fois des étoiles qui sont jeunes, qu'on voit plutôt à la périphérie de cette galaxie, qui sont bleues parce que ces étoiles jeunes aussi, parmi elles, il y en a beaucoup d'étoiles massives qui émettent plus de lumière dans le bleu. Et au centre de cette galaxie, donc on voit le bulbe de cette galaxie, constitué essentiellement d'étoiles plus vieilles, plus rouges, plus petites aussi, qui ont une durée de vie plus importante. Donc, et on voit aussi des bandes de poussière, donc dans cette image-là, tout ce qui est un peu noirâtre, trace des régions enfouies dans la poussière, dont certaines donnent naissance à de nouvelles étoiles.
Alors, donc ça, c'est l'image classique d'une galaxie vue dans le domaine visible. Alors, bien sûr, depuis maintenant longtemps, on ne se contente pas des photons qui viennent dans ce domaine visible pour étudier les galaxies, donc on les regarde avec d'autres yeux. Un œil dans le domaine radio, donc voici la même galaxie que précédemment, mais cette fois observée en radio. Et ce qu'on voit ici, c'est la carte du gaz d'hydrogène de cette galaxie, telle qu'elle était cartographiée avec un interféromètre qui se trouve au Nouveau-Mexique, qui s'appelle le Very Large Array. Donc voilà, on peut, avec ce genre d'observation interférométrique, donc avoir un cube de données qui informe sur la distribution du gaz et la vitesse de ce gaz. Et donc, pourquoi on étudie le gaz dans les galaxies? Parce que les réserves de gaz permettent de former des nouvelles étoiles à l'intérieur des galaxies. Donc on viendra plus tard sur ce qu'on appelle une galaxie qui est, disons, vivante, une galaxie morte, et une galaxie qui possède encore du gaz est une galaxie qui est encore capable de former des étoiles, et donc une galaxie qui est encore capable d'évoluer par rapport à une galaxie qui ne contiendrait plus du tout de gaz et qu'on appellerait une galaxie morte. Alors, ce contenu en gaz des galaxies, notamment en hydrogène atomique, comme on le voit sur cette carte. Donc on peut le cartographier uniquement pour l'instant dans les galaxies les plus proches. Et il faudra attendre de nouveaux télescopes, de nouveaux radiotélescopes pour pouvoir voir ces galaxies quand l'univers était beaucoup plus jeune. Donc si on veut remonter à quelques milliards d'années, donc il va falloir attendre un projet qui s'appelle le Square Kilometer Array, SKA, qui est un projet qui donc est en cours de développement à la fois en Australie et en Afrique du Sud. Alors maintenant, voici la même galaxie vue par un cosmologue. Voilà. Donc on ne voit pas grand-chose. Et effectivement, ce qui rappelle que pour un cosmologue, et de façon générale, donc une galaxie, ce qui est la composante la plus importante dans une galaxie, c'est cet halo de matière noire, donc qui par définition n'émet pas de lumière, elle n'a pas pour l'instant de messager connu, mais qui pèse. Et qui, donc on le sait depuis qu'on a pu mesurer le mouvement des galaxies à l'intérieur des amas de galaxies, ou depuis qu'on a pu mesurer le mouvement des étoiles à l'intérieur des galaxies, on sait qu'il y a une composante qui manque pour pouvoir expliquer le mouvement de rotation des étoiles, le mouvement des galaxies au sein d'amas de galaxies. Et donc cette composante qu'on ne voit pas, on l'a appelée la matière noire, parce qu'on n'a pas d'autre moyen de la caractériser. Alors cette matière noire, on soupçonne qu'elle a certaines propriétés, et donc on peut l'inclure dans les modèles. Et donc tous les modèles standards incluent cette composante qui est extrêmement importante, mais dont on ignore encore l'origine. Donc il y a des expériences en cours pour essayer de dépister la nature de cette matière noire, mais pour l'instant on ne la connaît pas. Alors je vais parler assez peu de matière noire dans cet exposé, mais simplement pour rappeler que cette matière noire, elle est fondamentale quand on veut comprendre l'évolution des galaxies. Donc une galaxie, pour l'essentiel, c'est un halo de matière noire. Donc ce halo de matière noire, on va pouvoir essayer de voir cette matière noire de façon générale, d'essayer de voir sa distribution dans l'univers, dans les galaxies et entre les galaxies. C'est l'objet d'une mission spatiale qui sera lancée à l'horizon 2020 et qui s'appelle Euclide, pour laquelle il y a une très forte contribution de la France, donc qui va, par des techniques sur lesquelles je ne reviendrai pas, donc essayer de cartographier un petit peu cette matière noire. Alors, donc une galaxie, donc un halo de matière noire, et quand même à l'intérieur un peu d'étoiles et du gaz. Donc c'est cette composante-là qui va plutôt nous préoccuper dans cet exposé. Alors, donc les galaxies, vous avez peut-être tous vu ce genre de diagramme qui donc sépare les galaxies en différentes classes suivant leur apparence, suivant ce qu'on appelle donc leur morphologie, avec à gauche les galaxies elliptiques et à droite les galaxies spirales avec barre ou sans barre. Donc ça, c'était cette classification qui est la classification traditionnelle.
qui correspond à celle proposée par Hubble, en fait, ce qu'on appelle le diagramme de Hubble, donc qui sépare ces différents types de galaxies. Alors malheureusement, ce type de diagramme est un petit peu trompeur, parce qu'on a l'impression, en le voyant, que toutes les galaxies sont soit des galaxies spirales, soit des galaxies elliptiques. Et ce type de diagramme oublie un certain nombre de types de galaxies qui sont particulièrement importantes, comme les galaxies que j'ai représentées en haut, qui correspondent à des galaxies naines. Alors, les galaxies naines, elles sont très peu massives. Elles ont des formes certaines plutôt régulières, qui ressemblent à des elliptiques, d'autres des formes totalement irrégulières. Et ces galaxies naines, elles pèsent pas beaucoup. L'essentiel des étoiles dans l'univers n'est pas dans des galaxies naines, mais si on les compte en nombre, ce sont les galaxies qui de loin sont le type de galaxie qui est de loin le plus représenté dans le bestiaire extragalactique. Pour donner une idée, dans notre environnement proche, donc ce qu'on appelle le groupe local, il y a, disons, 3 galaxies massives, et pour plus de maintenant au moins une cinquantaine, voire plus, on en découvre chaque année, de petites galaxies, de galaxies naines. Donc en nombre, ces galaxies naines qui sont ignorées dans le diagramme de Hubble sont les plus importantes. Et on verra plus tard que ces galaxies naines jouent un rôle très important aussi, ont joué un rôle très important dans la formation des plus grosses galaxies. Alors, il y a d'autres types de galaxies qui sont oubliées dans ce diagramme. C'est les galaxies que je vais représenter en bas. Des galaxies avec des formes très particulières. Celle-là qu'on appelle la galaxie des souris. On voit une espèce de queue de souris. Cette galaxie-là qui s'appelle la galaxie des antennes. Cette galaxie-là que j'ai beaucoup étudiée durant ma thèse, que j'ai surnommée la galaxie de la guitare, avec sa forme un petit peu particulière. La roue de la charrette. Ici, avec cette image très connue du télescope spatial Hubble, de cet objet, ou cette galaxie en forme un petit peu de soucoupe volante. Donc toutes ces galaxies-là sont des galaxies qui sont en cours, donc des objets en cours de collision. Pendant longtemps, on s'est demandé à quoi était due leur forme très particulière. Donc elles ont été découvertes dès les années 50, mais il a fallu attendre les années 1970 pour essayer de comprendre pourquoi elles avaient ces formes très particulières, et je vais revenir dessus. Alors voilà, donc le diagramme de Hubble sépare donc les galaxies elliptiques des galaxies spirales. Donc des galaxies spirales qu'on considère comme étant des galaxies encore actives, donc elles sont dominées par une couleur bleue, ça veut dire qu'elles ont des étoiles jeunes. Donc c'est des galaxies qui ont du gaz et donc qui sont capables de former à nouveau des étoiles, d'évoluer et donc d'être vivantes entre guillemets. Si on appelle une galaxie vivante, une galaxie capable de former des étoiles. Et à contrario, il y a ces galaxies elliptiques qui sont plutôt rouges, qui n'ont plus de gaz et qui dans leur jargon on les considère comme des galaxies mortes. Et donc tout l'objet des recherches actuelles, c'est de savoir pourquoi on va passer de galaxies actives à des galaxies mortes. Et je pense qu'il y a David Elbaz qui a dû vous faire un exposé sur cette thématique-là il y a quelques mois. Alors voilà, comment donc les galaxies ont acquis leur couleur, leur morphologie actuellement, c'est tout l'objet de ces études. Alors pour pouvoir faire ça, pour avoir une première piste, on va retourner le diagramme de Hubble. Traditionnellement, dans le diagramme de Hubble, les galaxies elliptiques sont à gauche, les galaxies spirales à droite, ce qui donnait un petit peu l'impression que les galaxies elliptiques se forment d'abord et après les galaxies spirales. On sait que maintenant, c'est plutôt le contraire dans le schéma standard. Donc on va retourner le diagramme de Hubble. Voilà, on le retourne. Et donc on va partir donc, de 2 galaxies spirales. Et on va faire fusionner 2 galaxies spirales pour arriver à une galaxie elliptique. Et donc ce que vous voyez à droite, c'est une image donc, de la galaxie des antennes, donc 2 spirales en cours de collision, et on va voir ce qui se passe à l'aide de simulations sur ordinateur. Donc cette idée, effectivement, c'est que donc, les galaxies les plus massives de l'univers qui sont dans les galaxies elliptiques, dans le schéma standard, se forment par fusion de plus petites galaxies, et notamment dans la dernière étape par la fusion entre deux galaxies spirales. Alors comment on le sait ?
On peut essayer d'abord le vérifier dans les observations. Là, je vous présente une image d'une galaxie elliptique. Alors, ça ne ressemble pas à une galaxie elliptique. C'est une image ultra profonde qu'on a obtenue avec un télescope qui se trouve à Hawaï, le Canada-France-Hawaii Telescope. Ce qu'on connaissait de cette galaxie auparavant, c'était le centre, donc la partie très jaunâtre au centre, avec l'imagerie, avec une technique d'imagerie extrêmement profonde qu'on a développée. On a pu mettre en évidence autour de cette galaxie toutes sortes de structures sous forme d'arcs, de coquilles, de queues. Et toutes ces structures-là témoignent d'un passé collisionnel dans cette galaxie, témoignent du fait que cette galaxie elliptique, elle a dû naître lors d'une collision, parce qu'on voit dans son environnement proche les reliquats de cette collision. Alors comment on sait que ces reliquats, ce sont des reliquats de collision? Donc là, on va faire appel à des techniques de simulation sur ordinateur, sur lesquelles je reviendrai. Alors ce genre de structures, qui sont spectaculaires, donc on le voit autour de cette galaxie elliptique, en fait, donc on le voit aussi dans des galaxies qui sont plus proches, comme notre plus proche voisine, qui est la galaxie d'Andromède. Donc ça, c'est l'image classique de la galaxie d'Andromède. Donc vous reconnaissez la structure spirale. Voici maintenant avec aussi notre technique d'imagerie très profonde, alors un petit peu différent de l'imagerie de la technique précédente. Cette fois, on va compter les étoiles autour de la galaxie, associer ces étoiles à la galaxie d'Andromède et obtenir une carte à partir de ce comptage d'étoiles. Donc Andromède est suffisamment proche pour qu'on puisse voir les étoiles individuelles. Et on voit ce genre de structure apparaître. Donc l'image précédente, c'était ce que vous voyez au centre. Donc, cette structure spirale. Et vous voyez tout autour un halo et aussi des grandes structures qui s'échappent de cette galaxie, des espèces de filaments qu'on voit s'échapper de cette galaxie. Et à nouveau, donc ces structures-là, ce sont aussi des vestiges de collision. Donc vous voyez cette image qui est complètement différente de l'image traditionnelle qu'on peut avoir d'Andromède. Et si on avait la capacité à cartographier à cette profondeur toutes les galaxies, peut-être qu'on verrait tout ce genre de structures qui témoignent d'un passé chaotique dans ces galaxies. Même pour des galaxies qui en apparence semblent bien tranquilles comme la galaxie d'Andromède. Alors, donc, ces structures-là, quelle est leur origine? Donc, pendant longtemps, on s'est posé cette question. Est-ce que c'est, notamment quand elles ont été découvertes, est-ce qu'il s'agissait par exemple de jets issus de trous noirs au centre de ces galaxies qui pourraient expulser de la matière? Donc ça, c'était un scénario qui était proposé, qui avait le vent en poupe dans les années 60, au moment où on a découvert donc, notamment les quasars. Donc on pensait qu'il pouvait aussi y avoir au centre des galaxies ce qui s'appelait à l'époque des monstres, qui étaient capables d'éjecter très loin de la matière. Il a fallu attendre les premières simulations sur ordinateur pour comprendre que ces structures-là sont des structures qui apparaissent naturellement lors de collisions entre galaxies, suivant simplement sous l'effet de la gravité et des effets de marée associés. Alors ça, c'est la première simulation qui a été faite sur un ordinateur, qui date donc du début des années 1970. Donc la galaxie est représentée par un certain nombre de points massifs qui interagissent entre eux et qui interagissent à un potentiel qui correspond à celui des deux galaxies. Donc à l'époque, les capacités de calcul étaient très limitées, donc une galaxie était représentée simplement par quelques dizaines de points, et de là-dedans, on met sur ordinateur les lois de la gravité, la loi de Newton, et on voit ce qui se passe. Et on voit ce genre de structure apparaître, donc avec ces deux antennes qui finalement se rapprochent assez des vraies antennes, donc représentées sur l'image en haut à droite. On voit une très très bonne correspondance. Donc déjà une simulation dès les années 70 relativement réaliste de la morphologie de cette galaxie. Et là, on n'a plus de doute sur l'origine de ces structures. Il ne s'agissait pas de jets galactiques dus à un trou noir au centre, mais vraiment des effets de marée. Donc le même type d'effet qui se passe sur les océans. Donc il y a un gonflement des océans suite à l'interaction entre avec la Lune et le Soleil. Donc une galaxie, c'est tellement lâche en fait qu'au lieu d'avoir un espèce de gonflement, on a carrément des étoiles qui peuvent s'échapper le long de ces grandes structures, de ces grandes antennes, qui peuvent avoir des très grandes distances jusqu'à 100 ou 200 km/s.
donc de très grandes structures, avec donc ces forces de marée qui éjectent les étoiles pour former ces structures. Et c'est ces structures-là qui nous permettent de dire qu'une galaxie a subi dans le passé des collisions. Alors ça, donc simulation faite dans les années 70. Après, une simulation faite au début des années 2000, donc beaucoup plus réaliste. Alors cette fois, dans la première simulation, on mettait uniquement les étoiles. Après, dans les simulations suivantes, alors on va mettre un halo de matière noire, on va mettre donc des étoiles, mais on va mettre aussi du gaz. Et ce gaz va pouvoir former lui-même des étoiles. Et donc on va pouvoir voir les processus associés aux collisions, et notamment comment, lorsque deux galaxies se rencontrent, les nuages de gaz peuvent se rencontrer. Les étoiles elles-mêmes, lorsque deux galaxies se rencontrent, elles ne rentrent pas en collision. Les étoiles sont tellement séparées les unes des autres au sein d'une galaxie qu'elles n'ont quasiment aucune chance de se rencontrer, de rentrer en collision. Par contre, les nuages de gaz, beaucoup plus diffus, beaucoup plus étendus, peuvent rentrer en collision. Et lorsque ces nuages de gaz rentrent en collision, il y a ce qu'on appelle une flambée de formation d'étoiles. Les nuages de gaz s'effondrent pour former de nouvelles étoiles. Et c'est ça qu'on peut reproduire dans les simulations sur ordinateur. Et donc, voici donc le résultat de l'une de ces simulations, et qu'on peut comparer cette fois toujours avec l'image des antennes, alors plutôt dans les régions centrales. Et donc, vous voyez à la fois dans la simulation et dans cette image, donc des régions rougeâtres qui correspondent, entourées enfouies dans de la poussière, qui correspondent à des régions de formation d'étoiles qu'on arrive aussi à reproduire dans les simulations. Alors maintenant, la toute dernière, donc, qui a été faite, celle-là, à Saclay, où on va voir donc une collision, cette fois un film, avec donc une collision entre deux galaxies spirales donc, qui vont se rencontrer. Et on voit donc la formation de ces grandes structures de marée, de ces antennes, tandis que les deux galaxies elles-mêmes, le centre de ces galaxies, donc corps principal, va d'abord spiraler l'une autour de l'autre avant de fusionner. Alors je vais faire un zoom sur la région centrale. Donc on va voir donc, les deux galaxies qui rentrent en collision, la première fois elles font que se croiser, et petit à petit, sous l'effet de la gravité et de la friction dynamique, vont petit à petit fusionner. Et vous voyez à la fois à la fin de cette simulation donc la présence de grandes structures étendues, et aussi de petits points blancs qui correspondent à des amas d'étoiles qui se sont formés lors de la collision. Et donc, il faut voir que maintenant, avec les capacités qu'on a sur ordinateur, en fait, on peut augmenter le nombre de particules, augmenter la résolution, et donc avoir une précision dans ces simulations qui, d'une certaine façon, vont dépasser les observations. Si on prend un cas comme toujours la galaxie des antennes, alors cette fois on voit en haut à droite donc, une image du gaz moléculaire dans la galaxie des antennes qui ont été pris à partir d'un réseau de radiotélescopes qui se trouve, de télescopes millimétriques qui se trouve dans le désert de l'Atacama, plutôt dans l'altiplano, dans les Andes, donc au Chili. Donc c'est le projet mondial qui s'appelle ALMA, donc qui a obtenu cette cartographie des antennes, mais à une résolution de l'ordre de 100 parsecs, qui est finalement inférieure à la résolution qu'on a pu obtenir avec la simulation. Et donc là, on arrive à une époque un petit peu effrayante, d'une certaine façon, où on arrive, pour des objets qui sont comme les antennes, qui ne sont pas tout proches, il n'y a pas de cas de collision massive entre deux galaxies spirales très proches, donc on est obligé d'aller à une quinzaine de mégaparsecs pour voir ce type d'objets, donc qui sont à une certaine distance, et depuis le sol, même avec un interféromètre donc de dernière génération comme ALMA, on n'arrive pas à la résolution à laquelle on peut prétendre avec les simulations. Donc sur cette simulation, elle descend à une résolution de l'ordre du parsec, voire inférieure. Donc on a un gain en résolution spatiale qui est de l'ordre de 100 fois dans les simulations par rapport aux observations. Donc il va falloir peut-être attendre maintenant quelques dizaines d'années, voire plus, pour obtenir avec des observations la même résolution que pour les simulations. Et donc du coup, ces simulations-là, elles deviennent d'une certaine façon intéressantes parce que jusqu'à présent, les simulations essayaient de se cantonner, notamment les simulations de collision, se cantonner à essayer de reproduire un objet qui était déjà observé, qui existait. Là, ces simulations ont la capacité une capacité prédictive. Donc on peut faire des découvertes en analysant ces simulations, et des découvertes qui seront peut-être confirmées plus tard par les observations. Alors c'est
Donc c'est à la fois prometteur, parce qu'on peut gagner en résolution, un petit peu effrayant aussi, parce que l'on se base sur quand même des données qui sont virtuelles, et on n'est pas sûr, je reviendrai là-dessus, que cette simulation-là, elle représente vraiment complètement la réalité, mais elle peut nous informer sur des phénomènes que pour l'instant on ne peut pas appréhender avec des observations. Alors, faire des collisions sur ordinateur, bon, ça coûtait très cher dans les années 70. Maintenant, avec n'importe quel iPad ou même téléphone portable, il y a des applications qui vous permettent de faire des simulations, donc avec des vraies simulations, avec des vraies lois de la physique. Alors, où une galaxie est représentée comme dans les années 70, avec simplement quelques dizaines ou centaines de points qui interagissent entre eux, mais c'est déjà pas mal. Et on arrive à avoir des résultats pour vraiment pas cher. L'application coûte 1 €. Alors, par contre, les simulations que nous, on utilise, elles coûtent un peu plus cher. Donc, elles sont dans ce qu'on peut appeler ces nouveaux observatoires, donc, qui créent des espèces d'univers en boîte. Et la dernière simulation que je vous ai présentée, donc, elle correspond à 10 millions d'heures de calcul sur des machines avec plus de 4000 processeurs. Donc c'est des machines qui prennent de la place, dont certaines d'ailleurs se trouvent dans des chapelles. Donc, comme c'est cette machine Mare Nostrum qui se trouve en Espagne et qui pose aussi le fait qu'elle soit dans les chapelles peut nous interroger en fait, sur la signification de ces simulations. Est-ce qu'il faut vraiment croire aux simulations? Et je vais revenir un petit peu là-dessus. Je vais vous présenter par exemple un exemple. Voici un objet, donc c'est une galaxie spirale, et vous voyez tout autour de cette galaxie spirale des structures en forme d'anneaux. Et on verra plus tard qu'il s'agit en fait du reliquat vraisemblablement du reliquat d'une collision. Mais quel type de collision? Alors, pour pouvoir le savoir, on va utiliser la simulation numérique. Alors voici un premier exemple de simulation. Alors cette fois, vous imaginez donc une galaxie donc spirale. Alors sur la simulation, on va pas la montrer. Elle existe dans la simulation, mais pour pouvoir voir ce qui se passe mieux dans les régions extérieures. Donc ce que je vais vous montrer, c'est uniquement la galaxie qui est en train, donc la galaxie compagnon, qui est en train de fusionner avec cette galaxie spirale. Et je vais prendre une petite galaxie naine, et voir ce qui se passe. Donc voici, donc on voit la petite galaxie naine qui tourne autour de la galaxie centrale, donc au centre qu'on ne voit pas, et on voit comment petit à petit une partie de ces étoiles est arrachée à la galaxie. Donc cette galaxie est plumée, elle va former ces queues de marée qui petit à petit s'enroulent autour de la galaxie principale pour former ces structures qu'on voit aussi dans les observations, donc ces structures en anneaux. Voilà, donc on assiste d'ailleurs ici à la mort vraiment d'une galaxie naine. Hein. Cette petite galaxie, donc, elle va perdre la quasi-totalité de ses étoiles avant même de fusionner et d'être absorbée par la galaxie spirale haute. Voilà, donc mort en direct d'une galaxie, donc ça prend quand même quelques centaines de millions d'années pour arriver à ce résultat-là. Alors on peut tourner le cube de données, c'est bien dans les simulations, on peut faire tout ce qu'on veut, ce qu'on ne peut pas faire avec les observations qui sont forcément à 2 dimensions. Alors maintenant, il y a eu un modèle concurrent qui a été présenté notamment à l'Observatoire de Paris, où cette fois, alors on va reproduire les structures qu'on a vues tout à l'heure, cette fois non plus en faisant appel à une collision entre une petite galaxie naine et une galaxie spirale, mais voilà, je vais remontrer le film. Cette fois, on part de 2 galaxies qui ont à peu près la même masse. Donc 2 galaxies spirales qui vont rentrer donc, à nouveau en collision. Donc vous êtes habitués maintenant à ce type de film avec formation de ces grandes queues de marée, fusion des 2 galaxies spirales, formation de structures, de débris de collision. Et ces débris de collision, à un moment, vont retomber sur le corps principal pour former à nouveau des structures en anneaux. Et suivant les auteurs de cette simulation, en fait, ces structures-là ne s'expliquent pas du tout par une collision par une petite galaxie naine, mais on voit la bonne correspondance et peuvent s'expliquer par simplement une fusion entre 2 galaxies spirales. Alors, il y a plusieurs éléments qui me font penser que ce modèle-là n'est pas correct et qu'il s'agit vraiment bien d'une galaxie naine. Là, on s'intéresse uniquement à la composante stellaire. Si on regarde la composante gazeuse, on va pouvoir dire que non, cette simulation-là, vraisemblablement, ne marche pas parce qu'il y a d'autres paramètres qui n'ont pas été pris en considération. Mais si on se concentre juste à essayer de reproduire l'image qu'on voit en bas à gauche, on voit 2 simulations qui sont complètement différentes qui arrivent au même résultat. Donc du coup,
voilà, méfiez-vous des simulations, notamment celles que j'ai présentées auparavant. On n'est jamais sûr de l'unicité de la solution. On peut avoir deux configurations, des conditions initiales différentes qui arrivent à un moment donné à un résultat qui, en apparence, est semblable. Voilà. Alors, malgré tout, les simulations sont quand même très, très utiles, notamment quand on va vouloir expliquer donc la structuration de l'univers. Donc le but de toutes ces études, c'est de comprendre comment on passe de cette première image de l'univers, donc cette image que vous connaissez toutes, prise par Planck, donc qui correspond donc au fond diffus cosmologique, aux fluctuations du fond diffus cosmologique, donc ces petits grumeaux qu'on voit qui vont donner naissance aux galaxies. Donc comment on est passé de cette première image de l'univers il y a plus de 13 milliards d'années à cette image-là où on voit un amas de galaxies massifs avec plein de galaxies très évoluées, d'elliptiques, qui dans notre jargon sont pour la plupart mortes parce qu'elles ont déjà épuisé complètement leurs réserves de gaz. Donc il se passe 13 milliards d'années, un peu plus de 13 milliards d'années entre ces deux images. Comment y arriver? Donc là, on va faire appel aux simulations dites cosmologiques pour arriver à ça. Donc on part de simulations essentiellement faites de halos de matière noire, parce que c'est la composante la plus importante, dans la mesure où c'est la composante la plus pesante dans les galaxies. Donc là, c'est un exemple que j'ai pris de chercheurs de l'Observatoire de Strasbourg, bien sûr. Voilà, donc un exemple d'une structure filamentaire de halo de matière noire à très grand décalage vers le rouge, quand l'univers était jeune. Là, je montre plutôt un film d'équipe concurrente qui va montrer donc, petit à petit comment l'univers va se structurer à partir des fluctuations primordiales. Et on va montrer dans ce type de simulation comment des petits halos de matière noire vont petit à petit fusionner pour former des galaxies, d'abord des galaxies naines, puis de la fusion de galaxies naines va naître des galaxies de plus en plus massives, ces galaxies massives qui vont se regrouper au sein de groupes de galaxies qui eux-mêmes vont se regrouper au sein d'amas de galaxies. Alors, dans ces simulations, en fait, c'est des simulations purement cosmologiques et purement matière noire. Donc, on on modélise sur ordinateur deux halos de matière noire et on les fait fusionner pour arriver à une galaxie, un halo plus grand avec deux sous-halos à l'intérieur. Okay? Et donc, comment on sait que ces simulations-là cosmologiques, elles représentent un tant soit peu la réalité? Donc on les fait évoluer pendant plusieurs milliards d'années et on voit après la distribution de ces halos de matière noire qu'on peut comparer à la distribution des galaxies d'aujourd'hui en supposant qu'à chaque galaxie est associé un halo de matière noire. Donc c'est ce type de carte auquel on arrive, donc qui représentent le résultat d'un sondage fait par un petit télescope, mais qui sert de référence pour tout ce qui est cartographie de l'univers proche, qui s'appelle le SLON. Et donc ce sondage SDSS montre une structuration des galaxies proches qui est très filamentaire et qui ressemble beaucoup aux prédictions de simulations cosmologiques. Et donc, cet bon accord entre ces simulations cosmologiques et ces observations font qu'on est plutôt confiant dans le modèle sous-jacent, et donc on est content. Toto est content. Okay. Alors maintenant, l'univers c'est plus compliqué, c'est pas que de la matière noire, et quand on s'intéresse à la formation des galaxies, il faut forcément rajouter le gaz qui va former les étoiles. Donc il y a eu un progrès dans ces simulations cosmologiques. Cette fois, on va rajouter du gaz au sein de ces halos de matière noire. Donc cette fois, on a les deux halos et un disque de gaz qui vont fusionner, et on va voir ce qui se passe. Donc le même type de simulation que précédemment, mais cette fois on voit la composante gazeuse, et on va voir à nouveau cette fois donc la fusion entre ces disques de gaz qui va nous donner naissance à de nouvelles générations d'étoiles qui vont petit à petit former des galaxies, des vraies galaxies, en tout cas des galaxies qui ont beaucoup d'étoiles. Alors voilà, et on voit déjà donc, ces structures spirales. Donc ces collisions en fait, génèrent en fait, entre nuages de gaz génèrent des flambées de formation d'étoiles.
Donc on les voit dans les simulations et on les voit aussi dans les observations. Voici un exemple d'une galaxie qui est en cours d'interaction avec, donc c'est Messier 82, en cours d'interaction avec Messier 81 qui est un peu plus loin. Et on voit cette collision provoque une flambée de formation d'étoiles qu'on voit sous la forme de ces espèces de filaments de matière, en fait, c'est donc du gaz qui a été ionisé lors de processus de flambée de formation d'étoiles au cœur de ces galaxies. C'est ce qu'on est capable aussi de simuler sur ordinateur et on est content. OK. Alors maintenant, voilà, on met tout ça, donc on met tous ces ingrédients, on se place, donc on fait une grosse simulation, donc c'est un exemple, la simulation faite qui s'appelle Illustris, qui a eu un certain succès il y a maintenant 2 ou 3 ans, quand elle est apparue, et cette simulation-là, donc ce qu'on va voir maintenant, donc c'est tout un pan d'univers qui va évoluer pour former les galaxies d'aujourd'hui. Donc à gauche, on va voir la composante stellaire, donc les étoiles, et à droite, le gaz. Et donc à nouveau, on va voir comment donc, ces galaxies petit à petit vont se rencontrer, vont fusionner dans un contexte complètement cosmologique, c'est-à-dire qu'on a pris un grand pan d'univers et donc on voit un ensemble de galaxies qui fusionnent. C'est un petit peu différent des simulations que j'ai présentées tout à l'heure, qui étaient les simulations idéalisées où on partait de simplement 2 galaxies qui rentraient en collision. Là, on parle de simulation avec des conditions initiales relativement réalistes qui sont donc données par les contraintes qu'on a sur la cosmologie. Et on arrive petit à petit à former des objets qui semblent de plus en plus réalistes. On voit donc la formation de galaxies spirales et lorsque ces galaxies spirales fusionnent, de galaxies qui ressemblent à des galaxies elliptiques telles qu'on peut les observer au centre d'amas de galaxies. Alors donc, on arrive à reproduire cette diversité morphologique des galaxies donc dans ces simulations, donc en formant d'abord des galaxies naines, puis des spirales, puis des galaxies elliptiques. Et donc, on arrive à reproduire même donc, la séquence de Hubble qui est content. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant. Alors après, bien sûr, donc là, le diagramme de Hubble correspond à des galaxies proches. Il faut aussi, donc ces simulations sont capables d'avoir des prédictions sur à quoi doivent ressembler les galaxies distantes. Et ces galaxies distantes, on peut les observer, on peut remonter dans le temps en utilisant notamment le télescope spatial Hubble. Et cette image d'un des champs les plus profonds obtenus par Hubble, donc 2 galaxies telles qu'elles étaient il y a jusqu'à 10 milliards d'années. Et on voit des formes extrêmement perturbées. Donc on a l'impression de voir effectivement des galaxies, les petites galaxies encore irrégulières, comme j'ai appelé les galaxies naines qu'on voit dans l'univers proche, sont très irrégulières. On voit ces petites galaxies-là qui semblent être en cours de fusion avec des formes très perturbées qui sont en accord a priori avec les simulations cosmologiques. Donc quand on s'intéresse à l'univers lointain, on a l'impression aussi d'avoir un bon accord entre les observations et les simulations et on est content. Alors maintenant, des galaxies, donc c'est des étoiles, c'est du gaz, c'est un halo de matière noire. Et au centre de ces galaxies, il y a un trou noir. Donc ces trous noirs, en fait, jouent aussi un rôle qui peut être important. Donc pendant longtemps, dans des galaxies comme la Voie lactée, ce trou noir, il est dit dormant, c'est-à-dire que donc on a un objet compact au centre de ces galaxies qui peuvent peser quelques millions de fois la masse du Soleil, voire plus, mais qui, tant qu'il n'absorbe pas de la matière, a juste un effet gravitationnel, donc il perturbe un petit peu les étoiles qui sont au centre de la galaxie, mais n'a pas beaucoup d'effet sur l'évolution de la galaxie. Maintenant, quand il y a une collision, il y a du gaz qui va être canalisé au centre des galaxies. Ce gaz va pouvoir tomber dans ce trou noir qui va se réveiller. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un trou noir se réveille lors d'une collision? Et en plus, lorsque ces trous noirs se réveillent dans les 2 galaxies qui sont en collision. C'est ce qu'on va voir dans la simulation suivante, où, alors, cette fois, donc, on imagine un trou noir au centre de chacune de ces 2 galaxies. Et donc, ces 2 galaxies vont rentrer en collision. Et donc, on va avoir à la fois les phénomènes classiques dont j'ai déjà parlé, de formation de queue de marée, de flambée de formation d'étoiles, notamment dans les régions extérieures. Mais on va s'intéresser là à ce qui va se passer dans les régions centrales. Donc là, on retrouve l'image classique, la simulation classique de formation des structures. Mais au centre de chacune de ces galaxies, il faut imaginer du gaz qui est en train de tomber
dans le trou noir central. Et donc, lorsqu'il tombe dans le trou noir central, en fait, donc il va alimenter ce trou noir. Et en même temps qu'il y a un processus d'accrétion, il y a aussi un processus d'éjection. Et donc, il va y avoir des espèces de jets qui vont être issus du trou noir central. Et ces jets vont balayer tout le gaz qui se trouve autour des galaxies. Et donc, on va à tel point que dans cette simulation, en fait, le gaz, même s'il restait du gaz suite à la collision, donc une partie du gaz est utilisée pour la formation d'étoiles, mais une grosse partie dans cette simulation-là du gaz est complètement perdue parce qu'il a été expulsé par les noyaux centraux des deux galaxies en fusion. Et à la fin, en fait, il n'y a quasiment plus de gaz. Et donc ça, c'est un processus qu'on évoque beaucoup pour expliquer pourquoi les galaxies elliptiques sont des galaxies mortes. Donc j'ai dit tout à l'heure que les galaxies elliptiques résultaient de la fusion entre galaxies spirales, mais les galaxies spirales elles étaient riches en gaz. Donc à la fin de la collision, même si une partie du gaz a pu être expulsée par des effets de marée, une partie du gaz a pu être utilisée pour former de nouvelles étoiles, mais il devrait en rester. Or, on en trouve dans la plupart des elliptiques, on ne trouve plus de gaz. Donc, l'un des processus qui est mis en avant pour expliquer pourquoi il n'y a plus de gaz dans les galaxies elliptiques, c'est qu'il fait appel à ces trous noirs destructeurs au centre des galaxies, donc, avec les phénomènes associés de jets qui balayent tout le gaz. Donc, un processus pour tuer une galaxie, les trous noirs centraux. Alors, la fusion de trous noirs, on va en entendre parler d'ici quelques années, donc bien sûr, parce que donc, ces fusions entre trous noirs génèrent des ondes gravitationnelles. Donc, voilà, j'étais obligé aussi quand même de parler d'ondes gravitationnelles. Donc, celles dont vous avez entendu parler, c'est essentiellement de fusions entre petits trous noirs de la masse de masse stellaire, qui sont le résultat de l'évolution des étoiles et de la mort des étoiles. Et qui génèrent des ondes gravitationnelles qu'on peut voir depuis le sol et qui ont été détectées maintenant par l'expérience, notamment Virgo. Alors maintenant, depuis le sol, en fait, on peut détecter le signal généré par ces petits trous noirs en fusion. Par contre, on n'a pas la capacité, donc de manière un petit peu paradoxale, de détecter le signal qui va être généré par deux trous noirs ultramassifs en fusion lors de collisions entre galaxies. Et ça, il va falloir attendre les années 2030 avec notamment un satellite qui va se spécialiser dans la détection d'ondes gravitationnelles depuis l'espace, qui s'appelle donc LISA, qui va pouvoir voir donc ce signal émis par deux trous noirs supermassifs en cours de collision. Voilà. Alors maintenant, donc tout semble bien marcher. Il y a quand même quelques petits hicks. Et je vais terminer mon exposé sur ces petits hicks parce que donc j'ai présenté tout à l'heure cette image donc, du télescope spatial Hubble en disant que les galaxies qu'on voit ici, elles représentent bien ce qui est produit dans l'univers. Ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, notamment dans ces images-là, vous voyez par exemple cette galaxie-là qui ressemble à une galaxie elliptique distante. Et là, on a un petit problème. J'ai dit que dans le scénario standard, on forme d'abord des petites galaxies naines qui vont fusionner pour former des spirales, qui vont à la fin fusionner pour former des galaxies elliptiques. Or là, on voit un exemple de galaxies elliptiques qui semblent être déjà présentes dans l'univers lointain. Ce n'est pas tout à fait en accord avec les prédictions des simulations. Alors on peut dire, si on en trouve une, on va trouver quelques régions pas spécifiques dans l'univers où le processus de fusion se sera accéléré et donc ça sera OK. Maintenant, on commence à en trouver beaucoup. Donc là, ça commence à être un petit peu gênant. Donc voilà, présence d'elliptiques qui ne devraient pas encore s'être formées. Alors là, on n'est finalement pas si content. Alors maintenant, j'ai présenté tout à l'heure cette dernière nouvelle là, qui remonte à quelques heures, où on a trouvé aussi des galaxies spirales très loin dans l'univers. Donc celle-là, je n'ai pas mes lunettes, mais elle est présente quelques milliards d'années après le Big Bang. Donc à une époque aussi, on ne s'attendait pas non plus à trouver de galaxies spirales. Donc des galaxies spirales qui se sont aussi formées très tôt dans l'histoire de l'univers, bien plus tôt qu'on ne le pensait. Donc là aussi, voilà, on a un problème.
Alors, du coup, il faut un petit peu complexifier ce modèle. Donc, on est parti d'un modèle très très simple de fusion de halo, de matière noire, avec un petit peu de gaz dedans qui va former les étoiles. Donc, il va falloir essayer de faire appel à d'autres processus pour essayer d'expliquer ces anomalies dans le modèle standard. Alors, on va changer un petit peu notre tête à Toto et on va rajouter des espèces de cheveux. Alors, ces cheveux-là, cette chevelure, en fait, il faut imaginer que ce sont des courants de gaz qui vont tomber sur les galaxies. Donc, un moyen pour faire évoluer une galaxie, c'est soit de faire des fusions entre galaxies qui existent déjà, donc une galaxie avec des étoiles. Un autre moyen, c'est de dire on va prendre une galaxie et on va l'alimenter en gaz, en réservoir de gaz, à partir de gaz qui ne se trouvent pas, non pas dans une autre galaxie, mais entre les galaxies. Et donc, c'est ce qu'on appelle des courants de gaz, des courants froids, qui vont essayer d'alimenter les galaxies. Et ça, on peut le voir sur les simulations cosmologiques qui prennent en compte ces courants froids. Voilà ces exemples. Et on voit des espèces de filaments de gaz qui tombent sur les galaxies et qui vont leur permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement que simplement par le simple fait de fusion entre galaxies. Et donc, ces galaxies montrent ces simulations montrent des galaxies un petit peu sous perfusion. Et là, est-ce que c'est le bon modèle? Alors, on va prendre qu'est-ce qui se passe. Donc, on imagine, voilà, en haut à gauche, vous voyez cette image de courant froid, de 3 courants en train de tomber sur une galaxie. Donc, ça veut dire que la galaxie, elle va recevoir plein de gaz. Ce gaz, elle va former un disque de gaz très important, avec des quantités de gaz beaucoup plus importantes qu'on peut trouver dans les galaxies proches. Typiquement, la quantité de gaz par rapport à la quantité d'étoiles dans une galaxie spirale proche, c'est de quelques pourcents, voire de 10% maximum. Dans ces galaxies donc qui sont sous perfusion, donc ces galaxies qu'on s'attend à trouver à grande distance quand l'univers était plus jeune, on a des quantités de gaz qui peuvent monter à 50 jusqu'à 80% de gaz. Donc c'est essentiellement des galaxies faites de matière noire, bien sûr, mais dont la composante baryonique, la matière ordinaire, est essentiellement faite de gaz. Et là, les processus qui vont être en jeu vont être un petit peu différents. Donc, je vais montrer une simulation qui a été faite aussi à Saclay, où vous avez un disque de gaz donc, très important avec peu d'étoiles. Et ce disque de gaz va devenir très instable et va former des espèces de grumeaux qui vont interagir entre eux et qui vont fusionner. Donc, vous voyez donc, la galaxie vue de face et vue de profil, donc face au milieu, et vous voyez ces espèces de grumeaux qui se sont formés, qui chacun a à peu près la masse d'une petite galaxie naine. Donc ils se sont formés à l'intérieur de la galaxie. Donc c'est des gaz qui vont s'effondrer pour former des étoiles. Donc comme si on formait des petites galaxies naines à l'intérieur d'une galaxie spirale. Et ces petites condensations d'étoiles vont migrer au centre de la galaxie pour petit à petit former un bulbe qui sera de plus en plus important et qui va pouvoir arriver à former en fait quelque chose qui va ressembler à la fin à une galaxie lenticulaire, voire une galaxie elliptique. Et donc là, on a un processus de formation des galaxies elliptiques qui ne fait pas du tout appel à une collision entre deux galaxies spirales, mais un processus qu'on va dire séculaire, un processus qui se produit simplement avec donc, une évolution naturelle de galaxies qui étaient très riches en gaz au départ. Donc un scénario complètement différent pour pouvoir former des objets qui à la fin vont ressembler aussi à des galaxies elliptiques. Et donc, est-ce que ce processus-là, il existe dans l'univers? On va essayer à nouveau de voir le peu de choses qu'on connaît sur les galaxies les plus distantes. Alors peu de choses, on commence quand même à avoir des instruments qui nous permettent de faire un petit peu de physique de ces objets distants. Et je reviens sur cette image en haut à gauche. Donc c'était cette image du télescope spatial Hubble. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait de petites galaxies en cours de collision. En fait, je vous ai menti. C'est-à-dire que quand elles ont été trouvées, on pensait que c'était ça. Et maintenant, quand on a pu étudier la dynamique de ces objets, comprendre notamment, pouvoir mesurer comment elles tournent, comment leurs étoiles se forment, on s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas de plusieurs galaxies en cours de fusion, mais il s'agissait simplement d'un disque de gaz qui est devenu très instable et qui a formé ces petites condensations qu'on a vues tout à l'heure sur la simulation. Et donc ce qu'on voit là, ces galaxies qui semblent être très difformes, en fait, ce sont simplement des galaxies
avec un disque de gaz qui est en rotation, tranquille, mais simplement qui aura formé localement des condensations. Et ce qu'on voit, c'est les condensations individuelles à l'intérieur de ces galaxies. Donc ce type d'image, finalement, qu'on a utilisé tout à l'heure pour dire que, que les galaxies se forment par fusion, en fait, la même image, une fois qu'on l'a comprise, qu'on a fait des analyses, notamment avec de nouveaux instruments depuis le sol, notamment avec l'observatoire du Very Large Telescope, on peut faire vraiment de la spectroscopie très précise de ces objets, on s'est aperçu que en fait, cette image-là est consistante avec cet autre scénario qui forme les galaxies à partir d'une perfusion, et donc à partir d'une alimentation par du gaz qui ne vient pas d'autres galaxies, mais qui vient du milieu intergalactique. Et donc voilà, donc on a, il va falloir trancher entre ces différents scénarios, donc j'ose plus dire qu'on est content, mais on ne sait pas trop. Alors un autre scénario qui est donc avec une publication très récente propose une troisième hypothèse qui font appel au vent stellaire des galaxies. Donc il faut imaginer cette fois deux galaxies avec à l'intérieur de ces galaxies des flambées de formation d'étoiles, donc des bouffées de formation d'étoiles avec des super vents qui sont éjectés. Donc la galaxie perd une partie de son gaz et ce gaz se retrouve dans une autre galaxie. Et donc des échanges de gaz entre galaxies et donc des vents stellaires qui pourraient, donc cette fois, ce n'est pas dû à du gaz qui vient, donc du gaz primordial qui viendrait entre les galaxies, ce n'est pas du gaz qui vient directement par un processus de collision d'une autre galaxie, c'est du gaz qui vient quand même d'une autre galaxie, mais qui aurait été expulsé pas par des collisions, mais par des super vents. Voilà, donc on a un troisième scénario possible. Et donc, et qui dit, avec un press release à Sensation qui disait, en concluant qu'une partie des humains serait donc constituée de matière intergalactique. Donc il faut imaginer que notre Voie lactée a été reçue du gaz d'une autre galaxie dans le passé et que ce gaz donc a été préenrichi dans une autre galaxie et après a constitué les étoiles de notre Voie lactée, dont le Soleil. Et voilà. Donc, OK. Donc finalement, donc je vais terminer là-dessus. Donc on a trois modèles en compétition. Un modèle, disons, qui a le vent en poupe maintenant, qui se base essentiellement sur les collisions entre galaxies. Un modèle qui fait appel à ces grands courants de gaz. Alors le problème, donc, c'est consistant avec cette image de télescope spatial Hubble, mais les courants eux-mêmes, on ne les a encore jamais détectés, ou pas de manière directe. Donc on s'interroge aussi un petit peu. Il y a de nouveaux instruments qui sont en cours de développement, qui ont commencé à faire des observations, notamment comme MUSE par exemple, au VLT, pour essayer d'identifier ces courants de gaz qui sont prévus par les simulations et qu'on aimerait trouver. Mais ces courants de gaz, ils sont prévus pour être présents uniquement quand l'univers était très jeune. Donc du coup, on a du mal à les détecter. Et donc voilà, donc trois modèles. Donc il va falloir que les observations arbitrent entre ces trois modèles. Des observations qui ne reposent pas uniquement sur de simples images, mais qui font appel aussi à des données plus sophistiquées, de spectroscopie notamment, pour pouvoir voir la dynamique de ces objets. Alors, pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de nous interroger sur ce qui va se passer pour notre propre Voie lactée dans le futur. Donc, notre Voie lactée, elle se trouve donc dans ce groupe local, dans lequel se trouvent d'autres galaxies, notamment la galaxie d'Andromède, dont j'ai présenté une image tout à l'heure, qui montrait que dans le passé, Andromède a subi un certain nombre de collisions. Et ces deux galaxies, en fait, se rapprochent. Et il est prévu, notamment en utilisant des simulations numériques, que ces deux galaxies vont fusionner à un moment ou à un autre. Donc elles se rapprochent à une vitesse d'à peu près 40 km par seconde. Donc vous imaginez, vous voyez la position du Soleil dans cette image d'artiste de notre Voie lactée. Alors bien sûr, on ne peut pas avoir une image semblable à celle de la galaxie d'Andromède parce qu'on est à l'intérieur de la Voie lactée, on ne peut pas s'en échapper. Donc voici une simulation qui est censée à nouveau reproduire la collision entre Andromède et la Voie lactée. Donc maintenant vous êtes familier avec ce type de simulation, avec la formation de ces grandes queues de marée. Alors vu la position du Soleil, en fait, il n'est pas improbable que le Soleil soit expulsé de la Voie lactée. Alors le modèle, disons standard,
prévoit qu'Andromède rentre en collision avec la Voie lactée dans 3 milliards d'années. Donc dans 3 milliards d'années, c'est avant la mort du Soleil, avant 4,5 milliards d'années. Donc, a priori, la Terre sera encore présente dans 3 milliards d'années. Donc l'effet des collisions, en fait, il n'est pas simplement lorsque deux galaxies rentrent en collision, c'est simplement la trajectoire des étoiles qui est perturbée, mais les planètes, le cortège de planètes va rester autour de ces étoiles-là. Donc il est probable que le Soleil soit éjecté. Et donc, si on attend 3 milliards d'années, on aura la chance de pouvoir voir pour la première fois la Voie lactée vue de l'extérieur. Et donc c'est le meilleur moyen pour sortir de la Voie lactée. On peut imaginer toutes sortes de vaisseaux. C'est le moyen le plus simple. Si on veut avoir une image comme celle d'Andromède, il faut attendre 3 milliards d'années. Il suffit d'être patient, on n'a pas d'autre moyen. Et donc, dans 3 milliards d'années, voilà peut-être ce qu'on verra depuis la Terre. Donc, ce type d'image, ou ce type d'image magnifique, c'est vraiment, on peut s'attendre à un beau spectacle. Bon, il ne faudra pas être trop près d'une région de formation d'étoiles à flamber, parce que là, on sera grillé. Mais bon, si par chance, on n'a pas trop de nuages de gaz en collision proche de nous, on pourra voir ça. On pourra voir quelque chose qui ressemble aux galaxies des antennes, ou à cette image-là, que j'aime bien sûr bien. Mais peut-être qu'on verra que ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est à nouveau notre Voie lactée. Alors cette Voie lactée, donc cette image, elle a été prise par le satellite Gaia, donc c'est une image toute récente en fait, et c'est simplement ce qu'on voit ici, c'est un comptage de toutes les étoiles avec leurs couleurs qui sont représentées là-dessus, et donc qui montre une belle image donc, de notre Voie lactée, bien sûr vue par la tranche. On est à l'intérieur de la Voie lactée, donc on ne sait pas comment, donc on voit essentiellement les étoiles les plus proches. Et certains bras de la Voie lactée. Et je dis qu'on verra peut-être que ça parce qu'il y a quand même une incertitude sur le moment où Andromède va rentrer en collision avec la Voie lactée. Alors je disais qu'elle se rapprochait à 40 km par seconde. Le problème, c'est qu'on peut mesurer facilement, jusqu'à présent, on pouvait mesurer qu'une seule composante. Une seule composante qui est la composante dite radiale, donc de la vitesse. Donc une composante qui est perpendiculaire au plan du ciel. Et donc, pendant longtemps, on a fait l'hypothèse en fait, que Andromède les autres composantes de vitesse d'Andromède étaient très, très faibles. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette date d'une collision dans 3 milliards d'années. Or, il y a eu donc une étude préliminaire qui a été faite, à nouveau publicité pour Strasbourg, par un étudiant de Strasbourg qui donc a défendu sa thèse et qui est arrivé dans la conclusion de sa thèse en disant que finalement la vitesse radiale d'Andromède est peut-être plus importante que ce qu'on pensait. Donc il a fait des études un petit peu sophistiquées en regardant la distribution des galaxies naines autour d'Andromède pour arriver à cette conclusion. Conclusion, j'étais dans son jury de thèse, c'est une conclusion qui m'a beaucoup gêné parce que ça me permettait, je terminais toutes mes conférences grand public avec les images que j'ai présentées précédemment très spectaculaires, et là j'étais donc le résultat de ce travail-là, c'est que Andromède va manquer la Voie lactée. Et donc ça me bousillait toutes les fins de mes conférences grand public, donc j'étais pas content, on a hésité à lui donner la thèse, bon finalement on l'a donnée, mais en fait, donc il y a quand même encore une certaine incertitude. Alors c'était des résultats un petit peu préliminaires, et on va avoir très bientôt la réponse, en fait, grâce toujours à ce satellite Gaia, parce que Gaia va être capable de mesurer le mouvement propre, cette fois directement des étoiles d'Andromède, et on va pouvoir avoir une idée de cette mesure de la vitesse dite tangentielle, et savoir si elle est proche de zéro, auquel cas on va rentrer, donc Andromède va bien rentrer en collision avec la Voie lactée, ou si elle est beaucoup plus importante, et dans ce cas-là, Andromède risque de manquer la Voie lactée. Donc on va connaître le futur de notre Voie lactée dans quelques mois. Il va y avoir une release des données Gaia. Donc il y a eu un premier catalogue, il va y avoir un deuxième catalogue avec pour la première fois donc, ces mesures de mouvement propre, et donc on saura dans quelques mois ce qu'il en est. Il y a peut-être des gens dans la communauté scientifique qui le savent déjà, mais c'est un secret bien gardé pour l'instant parce qu'on n'a pas le droit de publier jusqu'à ce release. Donc je vous invite à suivre les informations dans quelques mois pour savoir à quoi va ressembler votre futur. Voilà, je vous remercie.
Bon, alors, faute de savoir ce qui va nous arriver, on va peut-être quand même prendre quelques questions. Il faut le temps que j'arrive, parce que c'est un peu loin. Merci pour cette conférence très intéressante. Une petite question simple. C'était quoi le bel objet post-collisionnel que vous avez montré 2 ou 3 fois? Celui-là. Voilà. Non, mais c'est une galaxie alors, qui s'appelle NGC 480, donc c'est une galaxie elliptique. C'est une galaxie qui était, disons, pas cataloguée comme une elliptique tranquille, avec peut-être quelques petits signes de perturbation sous forme de coquilles. Et c'est cette image très profonde, on était vraiment très surpris de voir toutes ces coquilles apparaître. Et donc là, j'ai présenté un exemple, mais il y a des tas d'exemples comme ça aussi de belles galaxies elliptiques qui, avec cette technique d'imagerie très profonde, permettent de révéler des structures et rendre d'ailleurs les galaxies elliptiques beaucoup plus photogéniques qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent. Typiquement, on ne les voit pas beaucoup dans les images de calendrier, par exemple, les galaxies elliptiques, parce qu'elles sont mortes, elles sont moches. Et une partie de mon travail, c'est de rendre jolies les galaxies elliptiques. Des autres questions par ici, alors j'arrive de l'autre côté, non ? Bonsoir, merci pour la conférence. En fait, c'est peut-être une question humaine, mais une question humaine un peu. C'est pour clarifier en fait la possibilité pour des galaxies de fusionner par rapport à la loi de Hubble. Oui, non, c'est pas une question bête, effectivement. Donc on a cette idée de l'expansion de l'univers, même une expansion accélérée grâce à l'énergie noire, et donc on peut se poser la question comment des galaxies peuvent rentrer en collision dans la mesure où l'univers est en expansion. Donc ça c'est vrai à grande échelle, effectivement, il y a une expansion globale, mais simplement les galaxies, la plupart des galaxies se trouvent dans des groupes ou des amas, donc avec une plus petite échelle, et à l'intérieur d'un groupe, en fait, chaque galaxie a son mouvement propre. Donc à grande échelle, il y a ce mouvement d'expansion, mais à l'intérieur d'une sous-structure, chaque galaxie a un mouvement propre, et donc du coup, les galaxies peuvent rentrer en collision, et c'est un phénomène extrêmement fréquent. On estime que toute grosse galaxie a au moins subi 1 ou 2 fusions majeures durant son évolution, et énormément de fusions mineures. Il faut voir que la distance mutuelle entre les galaxies, elle n'est pas si grande, en fait, si on regarde la taille, par exemple, la taille d'une galaxie typique. On va prendre un disque, par exemple, qui fait 20 kg par sec, on peut trouver des galaxies qui sont à quelques centaines de kilos par sec. Donc on compare les deux et on voit que la probabilité en fait, de rencontre entre 2 galaxies, elle est très, très élevée. Bonsoir. À un moment donné, vous avez dit que... Alors, je ne sais pas où est la question. Oui. À un moment donné, vous avez dit que vous utilisiez les équations Newton dans vos simulations sur ordinateur. C'est une question gaussienne, mais pourquoi vous n'utilisez pas plutôt celle d'Einstein Parce que aux échelles auxquelles on travaille, en fait, on n'a pas besoin de faire appel aux équations de la relativité. Alors, sauf si on s'intéresse au trou noir central. Dans le trou noir central, et les phénomènes qui s'y passent, effectivement, sont des phénomènes relativistes. Mais par contre, les phénomènes qu'on voit, les accélérations sont telles que dans les galaxies, donc on est des échelles de des vitesses de quelques dizaines, centaines de kilomètres par seconde, on n'a pas besoin de faire appel à la relativité, et simplement les lois de Newton suffisent largement. Vous avez exposé tout à l'heure, une dernière photo, c'est notre galaxie, telle qu'on l'imagine, une spirale carrée avec 4 bras. Mais comment elle était avant? Alors oui, c'est une bonne question. Notamment, le satellite Gaïa essaye de s'interroger, de répondre à cette question-là, comment notre propre Voie lactée s'est structurée. Et malheureusement, voilà, parce qu'on est à l'intérieur de la Voie lactée, c'est peut-être une galaxie on a peut-être moins d'informations qu'on peut en avoir sur le cas de la galaxie d'Andromède. Malgré tout, on a quand même cette capacité à faire ce qu'on appelle l'archéologie galactique. Donc on peut caractériser les étoiles de notre propre Voie lactée, mesurer leur mouvement et essayer à partir de ça de remonter dans le passé. Alors ce qu'on sait, à partir de ce type d'études, c'est que notre Voie lactée, visiblement, a subi beaucoup moins de collisions qu'Andromède.
il y a eu des petites collisions. On voit la galaxie naine du Sagittaire, par exemple, qui a affecté depuis quelques milliards d'années qui a alimenté en étoile le halo de notre propre Voie lactée. On sait que, par exemple, il y a les nuages de Magellan qui sont peut-être arrivés il y a 1 ou 2 milliards d'années et qui auront un impact sur la Voie lactée, mais c'est des impacts qui, disons, localement peuvent être importants, mais qui ne changent pas la structure globale de la Voie lactée. Donc on ne pense pas si on remonte à quelques milliards d'années, qu'il y ait eu de grosses fusions. Après maintenant, si on place il y a 10 milliards d'années, pour l'instant on n'est pas vraiment capable de savoir à quoi ressemblait la Voie lactée, donc on a des simulations cosmologiques qui essayent de voir à quoi elle pouvait ressembler, mais on n'a pas, pour l'instant on manque de données, donc on espère que un satellite comme Gaïa pourra répondre à ce genre de questions. Encore 1 ou 2 questions peut-être ? Oui, vous avez présenté donc 3 scénarios de formation de galaxies. Est-ce que dans votre esprit, vous les présentez comme équivalents, enfin, vous n'avez pas de préférence personnelle, c'est ça que je voudrais votre sentiment personnel sur le choix entre ces 3. Alors oui, alors j'ai été d'abord très manichéen dans ma présentation, c'est-à-dire que ce qui est vraisemblable, c'est que ce ne soit pas un scénario par rapport à un autre, c'est que ce sont peut-être les 3 scénarios qui ont coexisté. Et donc, s'il fallait que je parie, je ne vais pas prendre trop de risques, je dirais que le scénario où il y a la perfusion donc ce scénario-là explique la forme des galaxies les plus distantes. Donc il y avait beaucoup de gaz dans l'univers. Ce gaz, il fallait bien qu'il arrive quelque chose à ce gaz. Donc on peut imaginer qu'effectivement, à grande distance, donc quand l'univers était jeune, les galaxies, le processus principal, c'était cette alimentation par ce gaz intergalactique. Petit à petit, ce gaz s'est expulsé. Les galaxies aussi se sont retrouvées dans des environnements comme des groupes de galaxies ou les amas de galaxies qui l'ont protégé d'une certaine façon. Donc ce gaz qui venait de l'extérieur ne pouvait plus rentrer dans les groupes de galaxies ou les amas de galaxies. Donc le seul processus d'évolution des galaxies, une fois que ce phénomène-là s'est arrêté, c'est les fusions. Et donc, je dirais que les grosses galaxies elliptiques qu'on voit aujourd'hui, je serais prêt à parier qu'elles se sont essentiellement formées par fusion de petites ou de grosses galaxies il y a moins de 4-5 milliards d'années. Par contre, au-delà, effectivement, le processus de perfusion devait être très, très important. Donc voilà, je pense que c'est un mélange de tous ces processus. Oui, bien s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup Pierre-Alain et bonne soirée à tous.